La campagne, c'est aussi ça. Une vache qui pète. Non mais abuse pas non plus. À la campagne, tu crois qu'il n'y a rien à faire? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe. Bienvenue sur Voix Verte. Je suis Alice, parisienne fraîchement débarquée dans le Perche. Cette année, avec ma petite famille, nous avons décidé de changer de vie et de troquer notre appart en région parisienne pour une maison plantée dans la nature et les champs. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir sauté le pas. J'ai alors eu l'envie d'interroger tous ces citadins qui, comme moi, ont tenté l'expérience de prendre une autre voie plus verte. Et de ces rencontres, un dénominateur commun. Leur vie à la campagne leur a donné beaucoup d'inspiration pour créer de nouveaux projets, trouver un nouveau sens à leur vie. Allez, on part à la rencontre de ces citadins devenus ruraux. Voix Verte. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Voix Verte, je reçois Olivier Gautreau. Hello Olivier. Bonjour. Olivier, tu es maraîcher et tu cultives environ 2000 m² d'exploitation en bio-intensif dans ta ferme Les Jardins des Petites Courbes. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Olivier. C'est mon mari qui cet été était à la recherche de bons légumes et qui est tombé sur le site Les Jardins des Petites Courbes et qui a passé une commande pour un panier. Donc on y allait ensemble, en famille. Et là, on a découvert Olivier et sa ferme. Et en plus d'avoir des produits hyper bons et cultivés dans l'aspect de la nature, c'était aussi l'histoire d'Olivier qui m'a séduite. Et pour être honnête, j'ai aussi été absolument impressionnée par ton travail et le fait que tu sois tout seul à gérer cette exploitation. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu plus que t'es pas complètement tout seul, mais quand même un peu tout seul. Alors, je suis vraiment très contente que tu sois là, à mon micro, pour nous raconter qui tu es et nous expliquer ce qu'est le projet des Jardins des Petites Courbes. Est-ce que tu te sens bien ? Ça va. Alors, c'est parti. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu habites ? Oui, donc je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans et j'habite à Saint-Germain-de-la-Coudre, donc qui est une petite commune dans l'extrême sud du Perche, au carrefour de l'Orne, de l'Eure-et-Loire et de la Sarthe. Voilà. Beau carrefour. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alors, qu'est-ce que je fais là-bas ? Plein de choses. À la base, c'est un endroit où je suis venu m'installer avec des amis pour être à la campagne, au vert, et pour avoir une maison un peu partagée en fait. Enfin, partagée. Un endroit partagé avec des amis et pour recevoir des amis. Ok. Donc là, on est bien d'accord, on parle d'une maison secondaire. Voilà. Entre potes, vous décidez d'aller acheter une maison ensemble. C'est ça. Pour vieillir ensemble à la base. Pour vieillir ensemble. C'était un projet qui date... C'est dans longtemps normalement. Oui. Alors j'ai expliqué pourquoi, mais enfin si c'est le sujet. Mais en fait, ça fait longtemps que ça nous trottait dans la tête parce qu'en fait, c'est des copains d'école. On était coloc à l'école et on s'était dit qu'on voudrait peut-être être coloc quand on serait plus vieux. Ok. Et Génial. on avait prévu de faire ça plutôt après nos 50 ans. Ouais. Et voilà, pour d'autres raisons, on a décidé, enfin c'est un peu moi qui ai décidé qu'il fallait faire ça plus vite. D'accord. Pour avoir un endroit pour planter des arbres et moi pour changer de vie. Ok. Voilà. Donc c'est toi un peu l'initiateur du projet. Disons que c'est un projet à plusieurs, mais c'est moi qui ai un peu, pas forcé, mais poussé le destin. Ouais, donner l'élan, quoi. C'est moi qui suis la locomotive du groupe. Ok, ça marche. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter, on va commencer par la genèse de la vie d'Olivier et de ses 3 autres amis. Vous êtes rencontrés à l'école, qu'est-ce que vous faisiez ? En fait, on a fait une école d'agronomie à Paris, AgroParisTech. Donc on était étudiants ensemble, donc des études plutôt orientées biologie, agriculture, environnement normalement. Ouais. Mais on est tous les 4 partis dans des directions un peu différentes, l'enseignement, moi l'agroalimentaire, la pharma, l'informatique, bon bref. Ok.
Et du coup, moi, il y a quelques années, justement aussi parce qu'on a fait ces études-là, je me suis dit que c'était dommage, en ayant fait ce type d'études, que j'en fasse pas plus. Enfin, en tout cas, que si moi qui ai fait ce type d'études, je me bougeais pas un peu. Ouais. Je me dis, mais qui va le faire? Enfin, c'est un peu. Non, c'est. Et donc, ça a été un peu, des lectures aussi un petit peu plus. Sur l'effondrement et les choses comme ça. Je me suis dit, il faut que je réoriente ma carrière vers quelque chose qui a plus de sens pour moi. Et ça faisait partie du projet. Ok. Et donc, ta carrière, toi, tu étais dans l'agroalimentaire. Ouais. Et tu vivais donc en région parisienne. Je travaillais à Paris. Ouais. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire et après, j'étais dans une agence d'études marketing et consommateur, mais toujours un peu à l'interface entre l'agroalimentaire, le marketing, la recherche et développement. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux un peu plus décrire ce que c'était comme métier? Est-ce que c'était lié quand même beaucoup à l'agriculture? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'était vraiment un métier lié. Mes clients, c'était des boîtes d'agroalimentaire, plutôt des grosses boîtes d'agroalimentaire, qui voulaient faire des études auprès des consommateurs pour comprendre comment développer, améliorer leurs produits pour qu'ils plaisent à un plus grand nombre. D'accord. Donc on était dans un processus de consommation de produits industriels. Et de grande consommation même, puisque le but était toujours de développer les offres, d'en faire plus. Enfin, même si, il y a quelques projets un petit peu plus orientés amélioration ou même sur des bases nutritionnelles, etc., qui étaient un petit peu plus sympa, on va dire, d'un point de vue objectif. Ouais. C'était quand même globalement pour vendre plus et faire du business. Et est-ce que c'est le fait d'être rentré dans ce... Voilà, là, on va aller direct dans le vrai du sujet, dans le creux du sujet. Mais est-ce que le fait d'avoir bossé pour ces boîtes-là, de grande consommation et produits industriels de l'alimentation, est-ce que c'est ça qui t'a aussi, toi, mené vers une réflexion d'un besoin de changement de vie et de quête de sens, ou pas plus que ça, parce que non plus je me suis jamais dit les clients avec qui je travaillais globalement faisaient pas, j'ai jamais trouvé qu'ils faisaient mal les choses ou vraiment mal. Après c'est plus moi une évolution de ma perception de la consommation qui fait qu'au bout d'un moment le toujours plus, le toujours différent, des nouveaux lancements pour des nouvelles cibles, etc. Ça au bout d'un moment, ça me faisait plus rigoler et voilà, je dis à quoi bon. C'était plutôt ça. Et donc, tu en es arrivé à ce moment-là dans ta vie professionnelle. Oui. Et comment t'es arrivé à ce déclic ensuite perso? Disons que ça faisait un petit moment que du coup je me disais que c'était très intéressant intellectuellement, c'était très intéressant aussi parce que j'étais dans une petite boîte avec une super équipe et que du coup c'est ça qui faisait ma joie au boulot. Et puis ça faisait quand même un petit moment que je me disais que la finalité était pas super. Et puis il y a eu des changements au niveau de la boîte, elle s'est faite racheter, ça a changé un petit peu la donne et je me suis dit c'est le moment d'y aller, c'est le moment de tourner la page. Enfin, l'histoire se refait dans cette boîte. J'ai pas vraiment envie de faire partie de cette nouvelle histoire. C'est le moment d'en écrire une autre. Ouais. Voilà. Et en parallèle, du coup, moi, le choc, ça a été des lectures sur l'effondrement. Okay. Cet été-là où je suis parti en vacances. Et à mon retour, je suis quelqu'un d'assez fonceur dans la vie. Okay. Et à mon retour, on s'est retrouvés avec les copains et j'ai dit, c'est pas dans 10 ans qu'on va changer d'endroit. C'est maintenant parce qu'il faut qu'on ait le temps de planter des arbres et d'avoir un lieu à la base de résilience, un lieu où on est bien, un lieu où on vit plus dans la nature, etc. Et moi, je suis OK pour changer de vie et m'installer sur le lieu pour pouvoir l'entretenir. Et puis pour y trouver une activité. Donc j'avais déjà ça en tête, mais ça me faisait peur, j'étais pas sûr. Okay. Enfin, tout ce qui accompagne un changement, plein de doutes. Mais en tout cas, j'étais sûr que c'était le moment de changer quoi qu'il arrive. Ok, donc quand vous avez fait la démarche de chercher une nouvelle maison pour vous abriter tous les quatre, toi, tu avais déjà dans ta tête que tu allais y vivre toi. Mais est-ce que tu avais déjà dans ta tête l'idée des jardins des petites courbes ou pas du tout?
Un petit peu, mais, Ok. mais ça me faisait peur parce que j'ai plus de 40 ans et que c'est un peu tard. Ouais. Aussi physiquement Ouais, bien sûr. pour faire ça, surtout que je l'avais pas fait encore vraiment. Ouais. Donc c'était une grosse inconnue. Mais je m'étais dit que j'avais envie de toute façon d'un grand potager, de produire mes légumes au moins pour moi, pour nous. Oui. Et puis au pire, je me disais je trouverai un autre travail, je rebondirai, je trouverai un mi-temps pour avoir du temps. Voilà, c'était assez encore ouvert. Mais derrière cette ouverture, il y avait une petite fuite entre guillemets de se dire voilà, si j'y arrive pas, j'ai des options. D'accord. Mais quand même l'option numéro 1 c'était de devenir maraîcher. Ok. Bah, je trouve ça incroyable en fait ce moment où tu te dis oh bah je vais y aller, j'aurai mon petit jardin. Enfin en fait quand on arrive au jardin de Petite Courbe, je sais que c'est pas énorme. Enfin tu m'avais expliqué, mais enfin moi j'étais assez impressionnée par quand même la taille d'exploitation et du fait que tu sois tout seul là-dedans. Enfin je me suis dit mais ce mec est fou en fait. Il s'est dit ah bah tiens je vais quitter la région parisienne, mon job, et je vais faire ça. Et je trouve ça encore plus incroyable dans la façon dont tu le racontes, parce que ok t'es fonceur etc, mais t'avais quand même ce truc de t'étais pas trop sûr quand même de la finalité en fait. Non, d'autres autour de moi me disaient mais si, tu vas y arriver et tout, Ouais. mais c'est vrai que c'est quand même des moments, enfin je le vois dans tous les gens qui font des reconversions ou qui sont sur ce chemin-là, il y a quand même énormément de doutes. Oui, c'est ça. Et voilà, et donc moi les doutes, je les gérais comme ça, mais en tout cas c'était ça mon but. Ok. Et en effet, c'est pas si grand que ça. Enfin, Oui. on va y venir, je pense. Oui. C'est à la fois grand et petit. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, juste pour qu'on reparle un petit peu de ta vie avant d'arriver dans le Perche. Donc, tu vivais en région parisienne, t'étais vraiment citadin. Comment était ta vie? Raconte-nous un petit peu. Alors bon déjà moi je suis pas T'es pas parisien. Je suis pas parisien Ouais. à la base. C'est comme plein de Parisiens le disent pour se défendre un peu Ouais. d'être parisien, mais bon bref, je suis d'origine vendéenne. Ok. Et dans un coin perdu. D'accord. Donc je connais, enfin jusqu'à mes 18 ans, j'étais un peu dans un coin perdu, enfin un peu comme ici. Ouais. Donc voilà. Et tu travaillais déjà le jardin ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Et alors ça m'intéressait pas du tout. Mais t'étais plutôt près de la mer, enfin. Oui, alors pas très loin de la mer, mais plutôt campagne. Ouais, campagne, quand même. voilà, Ok. campagne perdue un peu. D'accord. Et t'es monté à Paris pour bosser, j'imagine. oui, pour mes études et après pour travailler. Ok. Et puis j'y étais très bien quand j'étais jeune, j'aimais Ouais. beaucoup. Et puis voilà, petit à petit, j'ai habité à Paris, puis en région, enfin en banlieue, pour avoir un petit jardin. Ah, quand même. Voilà. Et puis il y a peut-être un truc qui a déclenché quelque chose, c'est le film Demain que je suis allé voir au cinéma. Ouais, bien sûr. Et qui m'a donné envie de faire du potager, d'avoir un jardin qui soit le plus comestible possible. Ok. Ça a été un peu un point de départ dans ma tête. D'accord. Et là, tu le faisais chez toi? Oui. Ouais. Bah alors dans 100 mètres carrés, Ouais. c'était petit, mais voilà, quand je rentrais le soir, à la saison, là, printemps-été, tous les soirs, je passais une demi-heure à regarder ce qui avait poussé depuis la veille. Enfin, j'exagère, mais à peine. Ouais, d'accord. Donc c'était vraiment, en fait, une respiration le soir. Ouais. Et c'est là un peu ta découverte avec le maraîchage? Oui, le potager Le en tout cas. potager, Au début, ouais. c'était cultiver des légumes. Ça marchait pas des masses parce que le sol était pourri. Ouais. Mais mais c'était sympa. Et voilà, c'était un peu le début. Mais c'est vrai, de là à faire le saut, devenir maraîcher. Ouais, c'est clair. Quand j'ai décidé de faire maraîcher, j'avais jamais fait de maraîchage. Ouais, Donc c'est ça. il a fallu après se former. Oui, c'est sûr. Mais d'où aussi le côté un peu comment dire, d'avoir des plans B parce que c'était un peu T'étais pas sûr quoi de ton truc? c'est venu comme ça d'un coup. Ouais. Et que voilà, j'avais pas vraiment l'expérience qui justifiait que tout d'un coup ça allait fonctionner. Ça allait marcher, ouais. Donc ta vie à Paris c'était ça te plaisait et t'as eu un peu cette révélation, mais c'était quand même vachement lié à la terre. Enfin oui. Depuis le début en fait ce processus au-delà de changement de vie etc, c'est quand même vachement lié à la terre. Oui, mais c'est vrai que j'en avais peut-être pas conscience, mais ouais. A posteriori, oui, je dirais que oui. Ok. Et tu nous as parlé aussi de lecture. Et est-ce que tu peux en partager un peu avec nous pour si ça intéresse des auditeurs? Oui, j'ai lu un livre en particulier qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir en vacances, moi, je ne connaissais pas du tout. Okay. Et alors, on en a discuté avec des copains et ils nous ont parlé de ça. Et alors, il y a un petit côté
un peu égoïste de la chose, c'est-à-dire que, enfin, depuis toujours, je suis très très pessimiste sur l'avenir de la planète et de l'humanité, mais bon. Mais dans ma tête, c'est dans 100 ans, 150 ans, etc. Donc il y a un petit côté égoïste de se dire, bon, ça m'arrivera pas. Oui. Alors certes, ça m'attriste. C'est bien la merde, mais c'est pas grave parce que... c'est pas grave, mais ça, voilà, je me sentais à la fois concerné. Enfin, j'ai toujours eu des valeurs plutôt écolo, on va dire, mais pas tant que ça. D'accord. J'étais plus triste pour la planète que pour moi, on va dire. Je vois. Et puis là, en discutant, on se dit, mais finalement, ça pourrait quand même bien changer vite. Et on va le voir. Peut-être que ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. Et en fait, ça m'a secoué. Et du coup, j'ai lu ce bouquin-là, et ça m'a vraiment beaucoup secoué. Ouais. Et de là, quand on lit ça, après, on a un petit côté très... on se dit que tout projet, du coup, n'a plus vraiment de sens, toute vision un peu dans l'avenir, parce que de toute façon, à quoi bon ? Ouais. J'exagère un peu, mais c'était ça. Et donc du coup, d'où une côté un peu fuite au début, de se dire on va trouver un endroit où il y a de l'eau, où on va pouvoir apprendre à faire des choses soi-même aussi, à se réapproprier des savoir-faire, parce qu'en fait finalement je sais rien faire. Ouais. Et voilà, et avoir un peu plus de sens et voilà, un peu plus d'autonomie, on va dire. Et puis de fil en aiguille, heureusement je suis un peu sorti de ça, parce que sinon c'est à un moment il faut positiver, il faut quand même se redéfinir des projets. Et donc du coup je suis rentré dans un objectif de monter une petite boîte, avec un bel objectif, mais voilà, et quand même que ça fonctionne, mais toujours en me disant, même si c'est dans un coin de ma tête, si un jour il se passe quelque chose, je serai mieux armé, et j'aurai un endroit où il y a une résilience, où je peux accueillir des copains, où je serai pas complètement démuni, et j'aurais commencé à me faire un réseau local, à connaître des gens, tout ce que j'avais lu dans ce livre. Ok. Où on se dit je refonde un système autour de moi, pas que moi, mais je rentre dans un système un peu plus local, beaucoup plus local, et qui me permettra de m'en sortir mieux que si je reste coincé dans ma banlieue parisienne. Ouais, ok. Voilà. Hyper intéressant. Et donc, tu as ces lectures, tu décides de faire le grand saut. Et pourquoi vous venez dans le Perche ? Alors, c'est un petit peu un hasard. Ouais. C'est parce qu'on cherchait un endroit qui soit pas trop loin de Paris. D'accord. Oui, parce que tes amis, ils c'est une résidence secondaire. Et même au début, moi j'avais pas encore lâché mon boulot. Okay. Quand on a cherché la maison ici. Et donc, fallait que ce soit pratique de venir en week-end. D'accord. Fallait que ce soit dans l'Ouest, parce que nos familles respectives sont globalement dans l'Ouest, en Vendée ou en Normandie. Et fallait que ce soit à la campagne. D'accord. Et voilà, et du coup, avec ces amis avec qui on s'est installé ici, mais d'autres amis d'école, on a décidé de se faire un week-end justement après ces fameuses vacances là où tout s'est bousculé. Ouais. En septembre, on a fait un week-end dans le Perche, et on s'est dit c'est là qu'on va chercher. Ah, génial. Donc vous connaissiez pas du tout Aucun des quatre ? Non, personne. Incroyable. C'est vraiment le hasard. Et vous êtes allé où pour votre premier week-end ? Alors, en plus du côté de Senonches, donc c'est à l'opposé en fait d'ici. Ouais. On est allé dans un Utopia, c'est un camping. Ah oui, je vois. Okay. Ah oui, c'est à Senonches, je savais pas. D'accord. Et voilà, et on s'est promené dans le Perche pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. D'accord. Et alors, quelle était ta première réaction quand t'es arrivé ici ? C'était en septembre-octobre, donc c'est en plus une période où c'est très beau. Ouais. La réaction, c'est que c'était... c'est difficile à dire ça, parce que depuis j'ai eu pas mal d'images, mais c'était sympa. On trouvait l'endroit... globalement les bâtisses et le style de bâtisse joli. Ouais. Et puis le côté bocagé et les couleurs d'automne, c'est quand même un bon moment. Et les lumières du soir, que depuis j'ai beaucoup revu, qui donnent une belle impression de l'endroit. Ok. Voilà, et c'était ça. Et là, vous avez dit allez hop, on va faire des visites. Voilà, donc on a lancé les visites, et puis entre octobre et novembre, on a visité 10 maisons, et on a trouvé la bonne. Et c'était quelle année en fait ? 2018. D'accord, donc 2 ans avant le confinement. C'est ça, 1 an et demi, 1 an et quelques avant le confinement. Ouais. Ok, donc 2018, vous visitez plein de maisons. Et toujours, quand tu cherchais la maison, tu cherchais quand même un terrain
où tu puisses Oui, assouvir tes envies de c'est ça. de jardin. Donc en fait, donc là, à cette époque-là, j'étais pas sûr du tout parce que j'avais toujours pas aucune expérience. Oui. Et toujours ton job à Paris. Oui, Ouais. mais du coup, voilà, dans le brief de recherche de maison, il y avait le fait d'avoir suffisamment de bâtiments pour avoir 2 espaces Ok. et pour pouvoir avoir chacun sa maison. D'accord. Et puis un terrain suffisamment grand, avec si possible beaucoup d'arbres déjà, Ok. si possible beaucoup d'arbres fruitiers, de l'eau, Ouais. et voilà. Oui, ça va. Brief plutôt simple. Oui. Bah en plus c'est un peu le cas de beaucoup de maisons De ici. maisons, oui. À l'époque c'était un peu moins couru, donc il y avait encore pas mal de. Ouais, c'est clair. À ce moment-là, Pas il mal devait y avoir un d'options. petit peu plus d'options. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, vous visitez cette maison. Comment ça se passe quand Bah on l'a visité un soir, il était 5-6 heures et on arrivait en fait et l'annonce était sympa mais pas exceptionnelle. Ouais. Et donc tout de suite on est tombé amoureux du terrain. Donc toujours dans cette lumière du soir, il faisait très beau. En fait, il y a un peu plus de 200 fruitiers déjà là. D'accord. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les autres maisons qu'on avait visitées. Et puis 2 maisons dans un état correct, Ok. avec une maison dans laquelle on peut habiter tout de suite. Ah, ça c'est bien. Qui Sans travaux. Oui, alors des petits travaux, mais Ouais. vraiment habitable même. Ah, cool. Et donc Et du c'était coup, quoi comme maison avant c'était une maison, ça appartenait à des retraités. Ok. Et l'ancien propriétaire était passionné d'arbres fruitiers. Il faisait partie des croqueurs de pommes, Ah qui est une ok. association de Ouais, gens ouais. qui passionnés d'arbres fruitiers. Et il avait planté et greffé lui-même tous les fruitiers du terrain. Ah, génial. Donc, c'est vraiment une richesse. Ouais. D'ailleurs, qui ne vaut rien en soi d'un point de vue Immobilier. immobilier et financier, Ouais. mais une richesse folle en fait. On s'est dit, mais c'est là. Ouais, c'est clair. C'est Voilà. un signe. Ah, trop cool. Ok, donc vous voyez la maison, hop. Et ensuite, comment ça se passe le moment où voilà, vous devenez propriétaire tous les 4 de ce lieu? Bah déjà le soir de la visite, on était déjà en train de faire les plans pour savoir Ah ouais. qui allait rénover quoi, etc. Ah, génial. Et puis alors après, du coup, voilà, moi en parallèle, j'étais encore dans mon boulot et j'avais décidé de faire une formation quelques mois après qui s'appelait comment monter sa micro-ferme en permaculture. D'accord. Une formation d'1 semaine et je m'étais dit à la fin de cette formation, je décide si oui ou non j'y vais. Ok. Et donc à la fin de cette formation, j'ai discuté Que tu as pour faite. voilà que j'ai Et fait. c'était où? C'était en Touraine, hein. D'accord. C'est avec Ferme d'Avenir qui est ouais, enfin bon bref une asso qui est très orientée agroécologie, enfin nouveau modèle agricole, etc. D'accord. Et donc j'ai fait cette formation et à l'issue de cette formation, j'ai commencé à discuter pour faire une rupture conventionnelle et partir de mon D'accord. travail. Et du coup, tu as eu cette rupture. Oui. Et là, Et donc là, j'ai eu quelques mois de transition. Et puis à partir de... t'as visité le Perche. Oui, bah alors on dit qu'on y était le week-end, donc on a fait un peu de potager, etc. Et puis après, quand j'ai quitté mon boulot, je me suis lancé dans des woofings, c'est du bénévolat agricole, Ok. dans des fermes qui avaient un modèle qui ressemblait à celui que je voulais. D'accord. Pour- Et là, c'était dans le Perche. alors, une première fois en Vendée, pas très loin de ma famille, D'accord. et ensuite dans le Perche. Ok. Puisque c'est aussi bien de se rendre compte de ce que c'est dans le climat Bah oui, futur et c'est de pour ça que je demande ça, l'exploitation, ouais. et puis commencer à rencontrer des gens, voilà, connaître les collègues maraîchers, qui fournit qui, qu'est-ce qui se passe, enfin, quelle est la dynamique du territoire, parce que finalement c'est un territoire que je connaissais pas. Ok. Et est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que le woofing pour ceux qui ne le savent pas? Oui, alors le woofing, en fait, il y a une association. Le principe, c'est d'aller dans des fermes bio qui vous accueillent en tant que bénévole. Vous donnez de votre temps, donc il y a une charte, donc quelques heures par jour, en échange du gîte et du couvert. Ok. Et C'est un peu comme les au pairs, mais c'est au pair de... c'est ça, avec mais sauf que c'est bénévole et vraiment la valeur, elle est liée Au travail, au fait de donner son temps et en échange d'apprendre plein de choses et d'apprendre aussi de la personne, enfin au-delà de potentiellement d'être formé si c'est ce qui nous intéresse, Ouais. c'est ce qui était mon cas, mais c'est tout simplement d'échanger D'échanger, bien sûr. et d'apprendre plein de choses sur la vie de J'imagine d'agriculteur. humainement, ça doit être trop bien. voilà. Et donc moi j'ai fait ça, mais vraiment moi c'était comme des stages, Ok. sauf que c'était bénévole. Et voilà, comme j'avais un diplôme de l'agriculture, Oui. j'avais pas une nécessité d'en repasser un.
D'accord. Parce qu'en fait, ce diplôme permet d'avoir une capacité agricole et voilà. Et là, on parle de ton diplôme d'ingénieur agro. Voilà. Qui pourtant rien à voir. était loin. Enfin, j'avais dû faire un peu d'agriculture dans mes études, mais en fait, ça me passait. Attends, parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas fait, par exemple, ingénieur agronome, ne pourrait pas devenir agriculteur. Il peut, mais c'est plus difficile. En fait, alors pour avoir dans mon cas, j'ai pas acheté une terre agricole, j'ai acheté une maison qui avait une terre qui était exploitable. Okay. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir une capacité agricole, mais si on veut acheter un terrain agricole sans maison, il faut avoir une capacité agricole. Okay. Et pour l'avoir, il faut avoir un diplôme d'agriculture. Okay. Et puis aussi pour se lancer, souvent il y a des aides, soit données par l'État, soit par la région pour aider à financer son investissement de départ. Et là, il faut aussi une capacité agricole pour déclencher ces aides. Mais après, quelqu'un qui achète une maison avec un terrain et qui veut pas d'aide n'a pas besoin de la capacité agricole. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Mais moi, je l'avais de fait. Et donc du coup, plutôt que de refaire un diplôme, en plus j'avais une expérience de gestion d'entreprise, etc. de ma vie d'avant. Donc moi, ce que je voulais, c'est surtout apprendre la technique et donc faire un maximum de stages. Et donc du woofing, finalement, c'est des stages, sauf que c'est pas dans le cadre d'une convention et d'une formation, mais je me suis monté entre guillemets ma formation tout seul en faisant du bénévolat. Ah non, mais c'est top. Voilà. J'imagine qu'en plus que pour le coup, t'es vraiment sur le terrain et t'apprends complètement. Vachement. Voilà. Ouais. Ok, top. Alors, comment on arrive à votre projet Est-ce que vous êtes tous les 4 dans le projet des Jardins des Petites Courbes ou c'est... Alors, les Jardins des Petites Courbes, c'est le nom du coup de l'entreprise individuelle. Ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Non, avant. alors c'est le lieu-dit qui s'appelle les Petites Courbes. Ok. Et donc du coup, c'est un joli nom de lieu-dit. C'est pas gagné partout, mais on a eu la chance de tomber sur un lieu-dit qui avait un joli nom. Et donc du coup, tant qu'à faire, j'ai cherché un nom d'entreprise qui reprenne le nom du lieu-dit. Okay. Voilà, d'où les Jardins des Petites Courbes. Mais du coup, ça c'est l'entreprise individuelle et c'est juste moi. Okay. Par contre, le projet, il est double. Il y a un projet professionnel et un projet personnel qui sont imbriqués. Okay. Donc la partie maraîchage, c'est moi, mais tout le reste du terrain, les vergers, la forêt-jardin qu'on plante au niveau du verger, ça c'est plus un projet personnel et là tout le monde est impliqué. D'accord, je comprends. Voilà. Et les travaux, c'est aussi vous qui faites ? Non, on les fait faire. On a fait 2-3 choses. Le mec. Oui, non. Alors il y a des gens qui font ça. Alors moi déjà je suis pas très bricoleur. Okay. Et en plus c'était déjà beaucoup de boulot, de temps et de comment dire, enfin de temps de cerveau. Ouais, c'est ça, de temps de cerveau. lancer sa boîte. Et déjà, alors le suivi des travaux, même avec quelqu'un qui les suit, avec nous, un architecte, c'est déjà beaucoup de temps. C'est déjà beaucoup de temps, ouais. Donc on a bien fait de faire comme ça. Ouais. Sinon, on y sera encore dans 15 ans. Donc quelqu'un s'occupe de rénover, plusieurs personnes. Voilà, des artisans. Des artisans, de rénover la maison. Donc ça, c'est une partie. Et la partie du jardin, là, vraiment, vous avez tout fait tout seul. Oui. Et il était déjà défini. Non. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est configuré les jardins ? Oui. Parce que moi j'étais très novice, donc j'ai lu des choses dessus, mais j'y connaissais rien du tout et je pense que ce serait cool que tu expliques. Alors déjà le terrain complet fait 3 hectares et demi. Ouais. Et il est formé il était formé d'une pâture qui était l'ancienne pâture d'un âne du propriétaire d'avant, je crois. D'accord. Mais il y a assez longtemps. De vergers et de bois. Okay. Et de mares. Et en fait, cette pâture qui fait à peu près 5000 m² était l'endroit idéal potentiellement pour créer la partie maraîchage. D'accord. Sachant qu'en plus, elle avait un accès séparé de celui des maisons, qui fait qu'il y a un accès pour les clients, pente orientée sud. Donc tout ça, c'est assez bien par rapport au fait de cultiver des choses. Donc c'était assez bien défini déjà, on appelle ça le design de l'endroit, parce qu'il était un peu déjà fait. D'accord. Et du coup, il tombait sous le sens. Et en plus, cette partie-là, autre point, elle est assez cachée. C'est-à-dire que depuis la maison, on la voit pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était important aussi pour moi. Aussi parce que je suis avec des amis qui sont pas maraîchers et j'avais pas envie que leur paysage soit gâché, entre guillemets, par des serres. Oui. Même si c'est pas
très laid, c'est Non, quand même assez joli même C'est- ce qu'on a réussi ça à va, faire. ouais. C'est bien que ce soit caché parce que et en plus moi ça veut dire qu'aussi ma vie c'est pareil. professionnelle C'est elle est comme un si peu t'allais au cachée. bureau, quoi. Voilà. Ce matin, tu vas au bureau. Et donc c'était assez évident. Et donc du coup le principe de la microferme, c'est un peu des nouveaux modèles qui se sont définis. Enfin, par plusieurs précurseurs, on va dire, mais moi, le modèle, c'était vraiment celui de la ferme du Bec et Loin, qui est assez connue en permaculture. Et donc, l'idée, c'est vraiment, même si on a un grand terrain, de réduire la surface de maraîchage à une surface petite, sur laquelle on a un soin très développé, enfin très manuel, donc qui fait qu'elle peut être vraiment concentrée, et on laisse le reste du terrain à la biodiversité, si je simplifie. Donc c'est globalement, si on a 1 hectare, on cultive 1000 m², c'est le modèle, plutôt que le modèle classique de maraîchage où on a 1 hectare et on cultive l'hectare avec un tracteur. Là, on cultive 1000 m², on intensifie, mais dans le bon sens du terme, parce qu'intensif, ça peut faire peur, mais on intensifie le soin et les cultures sur l'espace. On n'a pas besoin d'être mécanisé, ou pas trop, et on laisse le reste à la nature ou à des choses qu'on va planter, etc., mais au service de la diversité, et du coup, on va obtenir un système globalement plus résilient. Ok, donc clairement, c'est par exemple, tu sais que tu dois mettre des tomates à côté de courgettes, parce que ça va faire le bon mélange pour que ça pousse bien. Alors il y a un peu de ça, mais ça c'est un petit peu, il y a rien qui soit vraiment vérifié là-dessus. Ouais. C'est plus, là on est plus dans de l'optimisation, de se dire j'ai la place à côté des tomates, de mettre du persil, je le mets à côté des tomates, ils vont bien cohabiter. Et là on est plus aussi dans une côté optimisation de la surface. Oui, ça veut pas forcément dire que la tomate va faire pousser le persil. Non, mais ils vont pas se gêner. Alors il y a quelques associations qui sont reconnus pour être un petit peu plus bénéfiques, mais il n'y a pas grand chose de démontré. Donc c'est plus du pragmatisme, de se dire j'ai la place, j'ai pas besoin de faire des espacements qui vont me permettre de passer avec une machine, parce que c'est souvent ça dans l'agriculture tradie, il faut laisser la place pour les roues du tracteur, etc. Là j'ai pas besoin, donc je peux resserrer un peu plus, à la fois dans l'espace et dans le temps. Je vais pouvoir enchaîner des choses un peu plus fort que sur un maraîchage classique. Et donc, du coup, avec une surface plus petite, je peux peut-être faire autant en volume de légumes que sur 2-3 fois plus. Mais moi, j'ai une question. Mais pourquoi tout le monde fait pas ça, du coup ? Alors, parce que c'est nouveau et parce que il y a beaucoup de gens encore qui pensaient que ça fonctionnait pas, que c'était compliqué. Donc, un de mes objectifs aussi après, pour moi, c'était de faire partie de ceux qui allaient montrer que c'était faisable et que ça fonctionnait. D'accord. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, c'est aussi se dire, au-delà des associations, du coup, autour, je garde mes haies, j'ai des arbres, je mets des nichoirs, je vais avoir une mare, donc je vais avoir toute une biodiversité qui va aussi m'aider à lutter contre les ravageurs et arriver à quelque chose d'assez équilibré. Plutôt que, je prends l'extrême, d'avoir un champ entier de courgettes. Évidemment, le champ entier de courgettes, si je le traite pas, mes ravageurs de courgettes, ils arrivent et ils sont enchantés parce que c'est le dîner est servi. Voilà. Alors que là, si j'ai un équilibre de diversité de légumes déjà, qui fait que si j'ai un ravageur sur la courgette, peut-être qu'à côté la carotte, elle va pas se faire attaquer. Donc j'ai une résilience aussi dans ma diversité et dans mon espace, mais aussi j'ai un écosystème qui se met en place normalement au bout de quelques années et qui fait que plus ça va aller, plus je vais diminuer les risques de ravageurs. Voilà. Et donc ça veut dire effectivement que tu dois garder tes haies, tu dois garder tes arbres. Voilà. Je vais même en planter d'autres. Voilà. Et voilà, un maximum d'espace. Donc ça veut dire qu'aussi on traite pas pour que ce soit le plus accueillant possible. Oui, alors parce que donc tu l'as dit, c'était un maraîchage intensif, je sais pas exactement comment on dit. Le bio-intensif. Bio-intensif, voilà. Je précise parce que le bio-intensif peut faire un peu peur, parce que le mot intensif, c'est l'élevage intensif et c'est pas la même image. Là, c'est juste intensif dans le sens où on donne beaucoup d'intensité de soi sur une surface petite. C'est tout. Et donc, c'est cette personne qui a développé ce concept. C'est donc la ferme, comment tu disais ? Alors c'est pas la ferme du Bec et Loin, là pour le coup, c'est mon autre modèle, c'est un peu les deux, c'est Jean-Martin Fortier, qui est un Canadien et qui a développé ce modèle sur une petite ferme canadienne, et c'est un modèle qui a le vent en poupe. D'accord. Voilà.
Et aujourd'hui, les gens qui s'installent en maraîchage, encore plus ceux qui sont en reconversion, mais même globalement, il y a quand même une forte tendance à aller vers ce modèle-là. Bah oui, enfin, je trouve ça Très forte tendance. en fait hyper logique dans le sens où tu es censé avoir quelque chose de plus petit. Donc Oui. voilà, tu vas pas utiliser de machines, c'est hyper vertueux. Enfin, et ça respecte la nature. Pour moi, c'est hyper logique de s'installer dans ce type de culture. Mais il faut quand même être au courant, connaître ce modèle-là. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, ça doit être moins cher. C'est bête, mais Oui. t'as pas besoin de machines. C'est Du coup, moins d'investissement. Ouais, c'est moins d'investissement. Donc Bon, t'as tes serres quand même. on est moins bloqué, entre Ouais. guillemets. C'est ça. Et du coup, c'est aussi... ça peut être aussi mieux pour pas avoir une pression supplémentaire Ouais. de l'investissement ou d'être lié à des prêts énormes. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine en termes d'investissement, il y avait les serres. Les serres, l'irrigation. Ouais, l'irrigation. Et voilà, et après le petit matériel et ma camionnette. Voilà. Ouais. Voilà. Et t'es tout seul. Enfin, je le répète. Hein, Oui. ça peut paraître bizarre, mais moi, quand j'étais venue, je m'attendais pas non plus à avoir 15 personnes, mais je me disais qu'il devait y avoir un peu de monde quand même qui devait s'occuper de ça. Et on arrive en fait à gérer ça seul. Oui, alors j'ai fait en sorte à la base d'avoir alors, au début, je suis parti un peu à l'aveuglette, mais Ouais. pas à l'aveuglette, mais j'ai fait des hypothèses, mais j'ai essayé de faire en sorte que la surface que j'ai choisie, par les woofings que j'ai fait aussi, Ouais. et les Ouais, ça expériences t'a que j'ai donné vues, des expériences. soit logique par rapport à un temps de travail et à un volume de production, Ok. qui fasse que ce soit pas trop dur, mais ça reste un métier où on passe quand même beaucoup Physique, de temps, oui. voilà, et que ça suffise pour arriver à mes objectifs de revenus. Ok. Parce que donc, tu as déménagé, tu as décidé de quitter ton ancien job, de prendre une rupture conventionnelle, et à un moment où tu arrives dans cette nouvelle maison, tu fais toutes les installations qu'il faut. Dès le début, tu t'es dit, je vais en vivre? Oui. Ok. Donc là, t'étais parti quand même dans ton projet. Là, c'était bon. Oui. À partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton des investissements, Ouais. en gros, Ouais. c'était parti. Avant, j'avais encore des doutes, Ok. mais une fois que j'ai commandé la serre, en gros, parce qu'il faut la commander quand même un petit peu à l'avance, À l'avance, ouais. j'ai dit, ça y est, c'est parti. D'accord. Et t'as une serre, c'est ça? J'ai une grande serre et deux petits tunnels Ok. qui sont... c'est des surfaces couvertes, mais un petit peu plus souples en termes d'installation. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça marche, les jardins des petites courbes, et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ouais. Le principe, donc, du coup, c'est de proposer une large gamme de légumes, la plus large possible, et des fruits. Alors, les fruits, c'est un petit peu différent. C'est quand il y en a. Ouais. Parce qu'à la base, je pensais que ce serait plus équilibré. Mais en fait, je me suis rendu compte dès le début qu'il suffisait d'une année de gel tardif et qu'il y avait pratiquement plus rien. Ouais. Donc, dès le début, je me suis dit, je peux pas compter sur les fruits. Il faut que ce soit une base de légumes qui tienne la route. Et s'il y a des fruits en plus à proposer aux gens, tant mieux. C'est bonus, quoi. Voilà. Et je me souviens plus de la question. Et qu'est-ce qu'on oui. trouve Et donc moi, mon objectif, c'est d'avoir une gamme de légumes la plus diverse possible sur presque toute l'année, à part D'accord. une partie où je m'arrête. Ouais. Et du coup, que ce soit le plus local possible. Donc, je propose du coup aux personnes de venir à la ferme deux fois par semaine pour acheter des légumes, Ouais. mais je fournis aussi des pros. D'accord. Épicerie et resto, et tout ça est dans un rayon de 15 km maximum. Ok. C'était pas, je pensais que peut-être j'aurais plus de kilomètres à faire à la base, À la base, ouais. mais en tout cas, je suis très content que ce soit C'est 15 très local, km, 15-20 ouais. km au max. D'accord. Donc, très local, diversifié, circuit court, il n'y a pas d'intermédiaire, à part quand je vends à une épicerie, mais elle qui vend directement au consommateur. Bien sûr. Et bio, je dis bio plus parce que c'est certifié bio, mais c'est plus que bio puisqu'il n'y a pas de traitement. D'accord. Voilà. Et donc nous, on vous a découvert parce qu'on est venu directement. Donc des particuliers peuvent faire leur panier. C'est ça. On commande sur le site et on vient les chercher 2 fois par semaine. Et après, tu livres aussi des restaurateurs et C'est ça. les épiceries alentours. Mais vous faites pas de marché. Non, alors à la base, je savais pas exactement quelle serait ma commercialisation, Ouais. parce que quand on démarre et puis on n'a pas de clients. Ouais. Donc on y va et on Ouais. se dit, il faut que ça marche. Mais comment t'as fait? C'est quoi ton premier client?
Alors, le fait d'avoir fait du woofing, ce que j'ai D'accord. expliqué tout à l'heure, dans le coin, en fait, j'ai fait un genre d'apprentissage woofing chez un maraîcher qui a 15 km. Ok. Et un jour par semaine, je travaillais chez lui, sur toute une saison, et en parallèle, je montais mon projet. Ok. C'était un peu mon année zéro. Donc, ce qui est super, parce que c'est important de voir une saison complète et la temporalité des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand Bien sûr. Vraiment se rendre compte des choses sur une saison complète, c'est bien. Ouais, c'est génial. Mais pour autant, c'est pas ultra nécessaire de faire ça 5 jours par semaine. Oui. Et en parallèle, je pouvais faire mon potager, me rendre compte de ma terre à moi, de ce qui marche pas, faire mes premiers essais, et en parallèle, commencer à réfléchir aux investissements, etc. Ouais. Et le fait de faire ça, ça m'a permis de connaître l'environnement global et de commencer à démarcher des premiers clients D'accord. aussi grâce aux fruits. Parce que c'était une Ah, année quand même. à fruits, c'était l'année du Covid là pour le coup. D'accord. Et donc du coup, j'avais beaucoup de fruits, ça a été une très bonne saison. Et comme le collègue avec qui je travaille n'avait pas de fruits, mais j'ai complété, entre guillemets, sa gamme auprès de certains de ses clients. Ah, génial. Et ça m'a ouvert des premiers clients. Ok. Et c'est vrai qu'après, c'est un cercle vertueux. Quand on a les premiers clients, c'est plus facile d'aller se vendre auprès d'autres clients. Et ça a été, du coup, le confinement, enfin, en même temps, tout ce qui était alimentation, c'était plutôt bien, en fait. Oui, et puis moi, j'avais pas encore commencé à travailler en tant que maraîcher, donc D'accord. il n'y avait pas vraiment d'incidence. Et puis ici, être confiné sur un terrain de 3 hectares et demi, Oui, c'était bien. Ah oui, c'est sûr que voilà, c'est un presque luxe. le rêve, en fait. Ouais. Non, mais je voulais dire, effectivement, il n'y avait pas de restaurant, etc. Donc, pour une clientèle de restauration, c'était mort, quoi, déjà. C'est ça. Mais moi, j'avais pas encore commencé pour le coup. Enfin, Ok. je travaillais du coup un petit peu chez mon collègue, mais lui, il fournissait aussi des clients en direct. Ok. Et au moment du confinement, il y a eu une vague Ah oui, là, c'était la de vague, gens plutôt. qui ont cherché à se fournir en direct auprès des producteurs. Les gens, ça y est, faisaient à manger. C'est ça. Même si après, c'est un peu retombé. D'accord. Il y a eu quand même. Donc, alors après, ça dépend de chaque maraîcher, mais en tout cas, pour ceux qui travaillent beaucoup avec les particuliers, je pense que l'équilibre, l'augmentation du nombre de particuliers a dû compenser en partie Ouais. la diminution du pro restaurant. Ok, ah bah c'est super. Du coup, t'as fait cette petite saison avec lui et t'as réussi à rencontrer aussi des gens locaux. Voilà. Et c'est là que t'as dit ouh, je m'installe. C'est ça. Venez chez moi. Et puis après, c'est un concours de circonstances. Il y a des restaurants qui se sont implantés en même temps que nous. Ouais. Donc, j'ai connu les gens avant qu'ils lancent leur resto. Ah, super. Certains sont devenus des amis. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, bouche à oreille, article dans le journal, Le journal du Perche. du Perche. Ouais. Voilà, quelques actions de pub, entre guillemets, Ouais. font qu'après, ça se développe. Et puis, Ok. finalement, le volume est aussi tel que il n'y a pas besoin d'une quantité monstrueuse de clients. Oui, mais j'allais te dire justement, donc là, c'est à bouche à oreille, tu démarches un peu, mais il y a un moment où faut que tu dis stop. Enfin, comment Oui. ça se fait du coup? Alors, pour l'instant, j'ai eu la chance que dès le début, ça se lance très vite. Donc, en fait, vraiment le besoin des clients est monté exactement en même temps que la Que ton besoin, quoi. production. Ouais. Et que donc dès le début, j'ai vendu tout ce que j'ai produit. Ouais. J'ai fait quelques pertes, mais très très peu. D'accord. Et puis cette année, j'ai fait mieux entre guillemets, en tout cas plus que l'année dernière, même si plus n'est pas nécessairement mieux. Mais en tout cas à ce stade, c'est déjà bien, c'est bien. Et donc ça a accompagné la croissance de mes clients et les clients complémentaires. Là, j'arrive au stade où c'est équilibré. Oui. Après, il faut quand même avoir toujours des nouveaux clients pour compenser ceux qui partent, ne ouais. viennent pas. Ouais. Et puis potentiellement aussi éventuellement des pros qui viendraient à ne plus travailler avec moi. Oui. Mais globalement, c'est équilibré. Donc maintenant, j'en suis à un stade où je peux pas prendre de nouveaux clients. Oui. En tout cas, de gros nouveaux clients. Sinon, je vais arriver au stade où ça ne fonctionnera plus avec moi tout seul. Ouais, et c'est mon ça. objectif n'est pas de grossir. D'accord. Voilà. Ok, bah c'est très bien expliqué, merci beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi qui connais vraiment rien, je suis très novice sur le sujet et je trouve ça hyper intéressant aussi de comprendre comment fonctionne la Terre, quoi. Je trouve ça fou. Ok, j'ai une autre question, mais bon, on l'a un petit peu abordé sur le virage professionnel. Est-ce que tu peux te dire que c'est ta vie qui implantée dans cette région localement dans le Perche qui t'a inspiré et qui t'inspire toujours sur le côté professionnel, c'est-à-dire que
de ta vie personnelle ici dans le Perche, est-ce que c'est ce qui t'inspire aujourd'hui dans ta vie pro? Tu veux dire de combien c'est lié ou... Ouais. Moi, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais je me dis parfois que d'être ici, en fait, c'est tellement inspirant par même les gens qu'on rencontre, ou toi, d'être implanté dans ce lieu-là et cette nature environnante, qui t'inspire et te donne en fait des élans pour des projets, tu vois. Oui. En fait, alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé à la base. Ouais. J'avais des peurs de me retrouver tout seul, isolé, de travailler tout seul, parce que j'avais l'habitude de travailler en équipe et j'adorais ça. Ouais, bien sûr. Et puis, alors finalement, c'est très différent, enfin, et dans le bon sens du terme. Bon, déjà travailler seul, finalement, peut-être que c'est aussi l'âge, enfin, c'est une autre histoire, mais finalement, j'aime bien ça. Ouais. Je rencontre quand même beaucoup de clients pendant la semaine, donc j'ai l'impression que c'est un peu comme avant. Ouais. Sauf que c'est des clients tous sympas. Ouais, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis alors vraiment j'ai le sentiment d'avoir d'avoir trouvé mon endroit, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin, qui, je pense que c'est une chance. C'est vraiment, je connaissais pas cet endroit et j'ai l'impression des fois quand je m'arrête un peu, je me dis ça y est, j'ai trouvé l'endroit où j'étais censé être. Ouais. Et puis on a rencontré énormément de gens sympas. Il y a une dynamique que j'aurais pas soupçonné, qui est liée au fait qu'il y ait des nouveaux arrivants, mais aussi une dynamique d'accueil de certains locaux, notamment des agriculteurs bio du coin, qui fait aussi le fait d'avoir un commerce fait qu'on rencontre beaucoup de gens. Bien sûr. Mais en fait, au niveau social, le nombre de gens qu'on a rencontrés et qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est assez génial. Et d'un point de vue amical, sortie, etc. J'ai l'impression d'avoir une vie sociale beaucoup plus riche que celle que j'avais avant en région parisienne. Ouais. Tout ça dans un cadre de vie assez exceptionnel, et avec une vie professionnelle et une vie privée qui sont plus imbriquées l'une dans l'autre. Ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose quand j'étais dans un emploi de salariat qui me faisait peur, parce qu'en fait, j'étais j'aimais mon boulot, mais j'étais vraiment dans une logique. Je bosse pour mes vacances et pour mes week-ends, et il faut absolument que je conserve mes week-ends et mes vacances. C'est ma bulle d'air, c'est ça qui me permet de vivre, et il faut absolument que ce soit séparé. Et c'est quelque chose qui me faisait peur. Je me disais, si je deviens maraîcher, je vais bosser le week-end, et je vais plus avoir de vacances, etc. Ça va être horrible. Et en fait, alors, faut quand même se faire attention, faut se ménager, il faut pas rentrer dans le boulot tous les, etc. Mais en fait, la notion et la frontière, elle s'est un peu évanouie. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable, parce que du coup, en tout cas aujourd'hui, peut-être que dans quelques années ce sera pas le cas, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression je travaille, mais j'ai pas l'impression d'aller au travail, j'ai pas l'impression de devoir me préserver le week-end. Et puis j'ai jamais le blues du dimanche soir, par exemple. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le lundi finalement est un jour comme les autres de la semaine. Donc le week-end aussi. Il faut pas trop que je travaille, mais c'est sur mon terrain, donc j'y vais, etc. Et donc du coup, cette imbrication, elle est très différente. Mais du coup, elle est aussi, je trouve qu'elle est c'est beaucoup plus serein qu'avant. T'es à ta place. Oui. T'es chez toi et t'es à ta place. C'est ce qu'on ressent en tout cas quand tu en parles. Oui. Alors après, on va parler aussi un peu de la vie à la campagne. Tu l'as déjà un peu abordé. Est-ce que tu as rencontré, parce que bon, là on a l'impression que tout est rose. Oui. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à vivre à la campagne, et est-ce que ces difficultés sont liées aussi au fait que tu avais une vie citadine et que tu as un peu du mal bon, après, tu nous as dit que à la base, tu t'étais pas vraiment un citadin né, mais est-ce qu'il y a des choses parfois Pas trop. Du coup, je me suis vraiment bien adapté. Il y a pas trop de lumière sur les routes. Oui. Et en fait, après, tous les gens que j'ai rencontrés étaient très accueillants. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui adhèrent moins à ma vie, à mon boulot, etc. Mais ceux-là, je les ai pas rencontrés, ou en tout cas, ils me l'ont pas dit. C'est ça. Donc voilà. Donc
Vraiment pas. Après, voilà, deux trois petites choses. C'est plus difficile, par exemple, de trouver un distributeur de billets ou des choses comme ça quand tout d'un coup on se retrouve avec plus d'argent et qu'il faut en trouver un qui est en panne. Il faut faire 20 km. Ça m'est arrivé une fois et je me suis dit ah oui quand même. Non, voilà. mais Ça manque c'est des vrais trucs de la vie. Enfin... Le moment où je faisais 100 mètres et j'en trouvais un autre. Quoi. Ouais, c'est ça. À part cette anecdote que j'ai en tête, jamais je me suis... Je pense que ce que je disais au début, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais prêt à faire autre chose. Et voilà, la vie sur place et sur mon terrain est tellement riche que ça me va très bien. Ça suffit. Ouais. On en a un petit peu parlé tout à l'heure des idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie à la campagne. Et quand tu t'installes, en fait... on se rend compte que elles sont assez fausses. Et ça, je peux t'en parler maintenant parce que on a déjà enregistré quelques épisodes avec d'autres personnes et tout le monde me répond toujours la même chose. Donc, c'est que on pensait qu'on allait être seul et en fait, on se retrouve hyper entouré. Donc, si je te pose cette question, tu vas me répondre que c'est ça, non l'idée préconçue que tu avais, c'était que tu pensais que socialement, ça allait être compliqué. Oui. Voilà, c'est marrant parce que donc cette question, c'était une question que je m'étais dit, j'allais poser. Et je me disais pas que ça allait être toujours la même réponse. Oui. Et mais je sais pas si c'est partout comme ça. Alors ici, il y a la particularité quand même. Enfin, je trouve que ce soit une région où il y ait beaucoup quand même de personnes qui viennent de régions parisiennes. Ouais. Soit qui aient des résidences secondaires, soit qui sont à la retraite et qui étaient en région parisienne. Ou d'autres qui, en plus depuis le Covid, maintenant sont installés ici ou à mi-temps ici, etc. Donc, je pense que ça joue pas mal. C'est quand même aussi beaucoup ma clientèle. Ouais. Parce qu'à mine de rien, le bio, ça parle encore beaucoup, enfin, majoritairement à des urbains cadres. Voilà. Malgré ça, j'ai plein de voisins locaux et avec qui je m'entends bien et qui m'ont vraiment bien accueilli. Ouais. Donc ça, non, je l'aurais jamais imaginé. Ouais, c'est fou. Et c'est génial. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, ce que tu viens de dire sur le bio et sur le coût. Parce qu'on dit souvent que le bio est plus cher. Et c'est ce qui fait que parfois, certaines personnes ne vont même pas aller vers le bio parce qu'elles se disent que c'est pas possible. C'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus ou... Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres, par exemple, avec les locaux ? Oui. Alors, un petit peu, et pas énormément, puisque comme je fais pas de marché, je suis pas confronté aux personnes qui passent devant mon stand et qui regardent... ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et c'est vrai qu'il y a des personnes, parfois, qui regardent et qui font un pas en arrière. Ouais. Carrément. D'accord. Il y a un petit rejet. Mais est-ce qu'ils rejettent parce que c'est bio et ils se disent c'est mort ? Ou ils voient le prix Ah, peut-être les deux, je sais pas, je vois pas ce qui fixe à ce moment-là. Peut-être un peu les deux, ça reste malgré tout pas les fruits et légumes les moins chers. Voilà, après il y a un positionnement prix, il y a une logique derrière. Il y a aussi, je pense, des légumes qui sont bons et qui sont pas pleins de flotte. Donc peut-être qu'à la fin, on en a autant pour son argent qu'on en aurait eu si on avait acheté des légumes moins chers. Bon, après c'est quand même un fait qu'il y a une différence de prix et que je pense que c'est plus une question de priorisation et de décider où est-ce qu'on met son argent et si on décide de mettre plus d'argent dans son alimentation qu'une question complètement de moyens, même si ça peut être le cas aussi pour certaines personnes. Voilà, donc j'ai du mal à dire, mais... Enfin, aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que tu as rencontré comme un frein, même par rapport plus à la population locale, parce que comme tu dis, c'est vrai que en tant que urbain... ancien citadin, cadre, CSP+, comme on dit. Voilà. Nous, on va aller peut-être plus directement vers du bio en se disant, on mettra le prix parce qu'on a envie de bien manger, etc. Et malheureusement, parfois, les locaux, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Mais est-ce que toi, tu le sens dans ton métier que c'est un frein ou peut-être pas encore ? Non, enfin, je pense qu'en effet, enfin, les gens qui, de toute façon, comme c'est des gens qui s'inscrivent, qui précommandent, il faut qu'ils aient fait l'effort de s'inscrire à la base. Ouais. Donc, ceux que je vois, et d'ailleurs, ça fait partie du côté positif, c'est-à-dire que ceux que je vois, c'est ceux
que ceux qui adhèrent au modèle et au principe. Bien sûr. Donc du coup, j'ai pas de gens qui viennent me dire je veux pas t'acheter tes légumes. Oui. Mais comment tu fixes tes prix d'ailleurs ? C'est en fait en se basant sur les prix des maraîchers autour, en regardant les cours des légumes dans les magasins bio. Ouais. Et puis voilà, au bout d'un moment, on se cale et on voit que globalement, on est dans les clous par rapport aux autres. Et il y a aussi, j'adhère aussi au groupement des agriculteurs bio des Pays de Loire. Et si on peut faire partie d'enquêtes où on donne tous ces prix et on reçoit en contrepartie la moyenne de tous les agriculteurs de la région. Okay. On appelle ça une mercuriale et ça permet de voir si globalement on est dans les clous ou pas. Enfin, par rapport à la moyenne, par rapport au minimum, maximum. Et ça permet de définir son positionnement prix. Ok, super, intéressant. Mais oui, pour répondre à ta question d'avant, si je l'ai vu un petit peu plus au niveau des cantines. Ah ouais. Parce qu'il y a une différence au niveau des différentes communes en fonction de chaque équipe, chaque conseil municipal. Ouais. Et voilà, dans certaines communes, le bio n'est pas du tout recherché, voire n'est vu que comme un produit plus cher, sans intérêt. Dans d'autres communes, il y a une vraie politique pour développer le bio dans les cantines. D'accord. Et sur des communes à 5 km bah ouais, de carrément. l'autre. Donc la tienne, par exemple, c'est à fond bio. Ouais. La mienne, pas trop. Pas trop. Ouais, c'est marrant, c'est fou. Et d'ailleurs, Enfin, je sais pas comment ça se passe quand on est maraîcher dans une région. Est-ce que tu es assez proche justement de la région ? Est-ce qu'ils te soutiennent ? Est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe ? Bah, au niveau de la commune, on se présente au début et voilà. Et puis aussi pour les quelques démarches où il faut demander des autorisations, etc. Et pour la région, ben moi dans mon cas, la région m'a financé en partie mon investissement. Donc il y a différentes options en fait pour se faire financer. Il y a principalement une dotation qui est pour les jeunes agriculteurs, mais moi ayant passé 40 ans au moment de mon installation, j'y avais pas droit. Non, mince. J'avais passé le cap des vieux. Ah, c'est horrible. Ça veut dire que passé 40 ans, t'es plus jeune. Non. Mais voilà, il y a une autre aide de la région pour les plus de 40 ans. Voilà. Et donc du coup, voilà, il fallait monter un dossier et justifier de la pérennité de son entreprise. Et du coup, donc j'ai été financé un petit peu par la région. Ok. Et du coup, tu te sens intégré beaucoup ou c'est pas vraiment non, c'est pas forcément quelque chose. En fait, c'est très loin. Le fait d'être petit et d'être très local fait que finalement, c'est une échelle qui est assez loin de la réalité. Oui, donc t'es intégré localement avec tes clients, etc. Mais par contre, t'es pas un acteur de la important région. Non. Pas encore. Ok. Et on en a déjà parlé, mais est-ce que t'as une petite anecdote du fait de vivre à la campagne ? Bon, t'as déjà eu le distributeur de billets, c'est pas mal, mais... Une petite anecdote du fait de vivre à la campagne ? Des choses un peu marrantes que tu pourrais jamais vivre si t'étais en ville. Ça me vient pas comme ça. Bon, déjà, je ne sais pas combien d'arbres faut-il. Oui. Non, ça me vient pas. Non, ça me vient pas. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient sauter le pas et aussi d'avoir un projet qui est lié à l'agriculture au-delà même de changement de vie ville-campagne, mais je trouve que ton projet, il est hyper important et porteur, et si tu as des conseils pour les gens qui voudraient faire comme toi ou... c'est difficile. Bon, je pense que le conseil, mais ça dépend de chacun, mais le conseil, si je connais un peu la personne et qu'on va discuter, c'est de l'aider à sauter le pas et à se faire confiance et à enlever tous les freins qu'on peut se mettre. Peut-être le frein principal quand même, c'est le frein aujourd'hui pour des cadres en tout cas parisiens. Parce que beaucoup se posent la question et quand on leur raconte qu'on a fait ça, ils vous regardent avec des petites étoiles dans les yeux. C'est clair. En se disant, mais quel courage. Oui, et en même temps, je pense qu'on se met beaucoup de freins parce qu'on est rapidement happé dans une vie avec un niveau de vie, avec tout ce qui va autour, où on se sent bloqué. Coincé dans ce niveau de vie et avec l'obligation de continuer. Beaucoup quand même de gens de notre âge
font des burn-out et n'arrivent pas à sortir de ça parce qu'on se sent coincé en fait là-dedans. Et moi, je me sentais aussi coincé. Je me suis dit, mais est-ce que je suis prêt à changer de vie? Est-ce que je suis prêt à gagner beaucoup moins, etc. Et en fait, aujourd'hui, tout s'équilibre différemment. Les besoins sont pas les mêmes. Et du coup, la qualité de vie est exceptionnelle par rapport à ce qu'elle était avant. Et donc, c'est pas lié au niveau de vie. Je suis fier de mon travail quand j'en discute. Et du coup, en fait, j'ai l'impression d'avoir atteint des objectifs de qualité de vie et de bonheur qui compensent très 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 largement le fait de plus gagner autant d'argent. Ouais. Mais c'est très difficile de s'en extraire parce qu'en fait, tout est tourné autour de ça. Et aujourd'hui, avec ce recul-là, je me rends compte encore plus de cette surconsommation, etc., que j'ai tendance à rejeter, mais peut-être aussi parce que je peux plus consommer autant qu'avant. Mais quand même, je me rends compte que finalement, je m'accrochais à des choses qui avaient peut-être pas grand sens. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être ça aider à se décrocher de ça, à se décrocher du matériel. Mais ce qui est pas facile, hein, parce que depuis toujours, on est versé à s'accrocher au matériel. Ah bah clairement. Ouais. Et je trouve que c'est un super sujet et c'est aussi ce que je veux porter avec Voix Verte et tous les acteurs que j'interroge. Et dans cette idée de changement de vie qui parfois on ressent des blocages liés à notre vie d'avant et on n'en parle pas assez aussi de l'argent. Enfin, en fait, c'est quand même le premier blocage. Des gens qui se bloquent en se disant en fait c'est pas possible parce que je pourrais jamais avoir le niveau de vie que j'ai, les enfants, enfin voilà, tout ça. Les enfants surtout, ouais. Comment je vais faire pour subvenir à leurs besoins, enfin sans être aussi extrême, mais on a les activités, les machins, les trucs. Et en fait parfois il faut aussi se dire que ce changement de vie il vient après. Géographiquement, oui. Mais aussi c'est tout le mental qui change. Enfin, oui. Mais ça peut prendre un peu de temps quand même. Enfin, oui. Bah, moi, ça a pris du temps. Ouais. J'ai eu énormément de doutes. Mais voilà, finalement, on tend aussi vers beaucoup plus de simplicité. Ouais. Et même dans la vie, hein, tout est plus simple. Hein. Toute démarche, voilà, on n'a pas besoin de prendre sa voiture et de passer 1 heure dans les bouchons. Tout est plus simple. C'est marrant parce que tout est à la fois moins accessible et tout est plus simple. C'est vrai. On prend beaucoup la voiture quand même. Oui, mais si on a 10 km à faire, on sait exactement le temps que ça va prendre. À moins de croiser un tracteur. Mais globalement, il n'y a pas de surprise. Vrai. J'y suis retourné 2 fois à Paris là, dans les 2 mois qui passaient. Et à chaque fois, j'ai eu un problème sur le métro. Ouais. Les vieux trucs, quoi. Mais en fait, rien n'est planifiable. Ouais, enfin, tout déplacement est une expédition. C'est vrai. Bon, ici, tu à la fois, c'est facile. Tout est à 30 minutes. Donc, c'est ça. On peut aller partout et en même temps, tout est... Bon, c'est différent, mais c'est plus simple. C'est vrai. Ok. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. J'ai adoré. Ne crois pas que ce soit totalement terminé. Ok. Parce que j'ai des petites questions. La fin du podcast, c'est toujours des petites questions rapides. Il faut que tu répondes un peu du tac au tac. Voix verte. Donc, quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant ? Je pense que j'y étais bien, mais que c'était quelque chose de normal et naturel. Et donc, du coup, je me posais peu la question. Est-ce qu'il y a une chose de la ville qui te manque ? Non. Écoute, personne va te croire. Mais non, mais ça me vient pas. Une chose qui me manque ? Bah non. Non, ok. Bon, on en reparlera. Je suis sûre que tu vas retrouver, tu vas m'envoyer un message. Ah, mais j'aurais dû dire ça. Un musée, non, je sais pas. Bah non, pas plus que ça non plus, parce que... Le cinéma, bon, il y en a ici, donc ça compte pas. Oui, et puis en plus, tout a tellement changé avec le Covid que... Bon, toi, t'es vraiment là où il faut que tu sois. Bah oui. Et est-ce qu'il y aurait une... Ah, si. Si, les cours de salsa. Ah, bah tu vois. Voilà. Je faisais de la salsa et ici, c'est impossible. Ah ouais ? Ah, attends, on va te trouver ça. C'est à 30 km, donc le soir en hiver, laisse tomber. Voilà. Bah, il faut implanter ça pas très loin. Au jardin des petites courbes. Bah ouais. Bah, j'ai pas fait une soirée salsa, sans déconner. Ce serait trop sympa. Ouais. J'adore l'idée.
Et est-ce qu'il y a une chose que tu es bien content de ne plus subir de ta vie urbaine? Bah, les transports en commun. C'est on a bateau, compris, mais, le métro, tu kiffais pas. Ouais, bah, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que ça permet de bouquiner, etc. Mais là, quand j'y retourne, ça me saoule. Enfin, faut être assis pour bouquiner. Parce que alors, moi, je peux te dire que sur ma ligne 9, je n'étais jamais assise. Mais j'écoutais des podcasts, du coup. C'est ça, moi aussi. Ah bah voilà. Mais maintenant, je les écoute en plantant mes légumes. Ah ouais, c'est génial. C'est super. Ah, j'avoue. Et t'écoutes quoi comme podcast? Un peu de tout. Là, en ce moment, c'est plutôt des podcasts de radio. Ouais. J'ai fait des livres audio aussi récemment. Ah ouais, sympa. Ouais, j'écoute Le Tour du monde en 80 jours. Trop bien. J'ai fait il y a pas longtemps. Tu dois pas avoir beaucoup de temps de lire. Bah non, pas trop. Ouais. Alors après, c'est aussi parce que je le prends pas énormément. Okay. Mais pour le coup, comme j'ai beaucoup de temps où je fais des choses manuelles, aussi parfois dans le calme, les cueillettes par exemple, je mets ma petite enceinte, je mets mon podcast et puis j'écoute en cueillant. Ah ouais, c'est génial. C'est très bien. Trop bien. Bah maintenant, tu pourras écouter Voix verte. Voilà, c'est prévu. C'est bien. Est-ce que tu as un lieu à nous conseiller près de chez toi? En dehors des jardins des Petites Courbes, évidemment. Le manoir de la Fresnaye. Je connais pas. J'y suis allé il y a pas longtemps. Donc c'est à Saint-Germain-de-la-Coudre. Ouais. C'est un très beau manoir qui a toute une histoire qu'on peut aller visiter. La personne qui gère le manoir est une cliente et c'est comme ça que j'y suis allé cet été avec des amis. Et c'est un très bel endroit. Alors il est sur tous les guides du Perche. Okay. C'est assez connu. Et voilà. Ça se visite le week-end. C'est du mardi au dimanche, je crois. Ah ouais. Et voilà, c'est tout l'après-midi. On peut y aller un peu quand on veut. Et justement, je pensais que c'était pas très accessible et en fait, on y va et il y a des personnes qui vous font visiter. Génial. Et c'est très beau. C'est dans la nature et c'est une belle bâtisse avec plein d'histoires. Ah super. Manoir de la Fresnaye. Ouais. Nickel. Je note. Vous pourrez retrouver toutes les infos dans les descriptions du podcast. T'es plutôt drive ou course au marché? Et un peu les deux. J'étais très marché avant, mais comme je fais mes légumes maintenant, t'as pas l'intérêt. Et bien du coup, voilà, drive pas trop en fait. Ouais. Mais du coup, comme j'ai les légumes maintenant, je vais plutôt de plus en plus sur les petits commerces du village. Et est-ce que t'as des légumes que t'as pas? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu dois acheter toi? Des fruits plutôt, les fruits exotiques. Alors j'essaye de limiter, mais j'achète encore un peu des bananes. Ouais. Mais sinon, je dois acheter 5 fois des fruits et des légumes dans l'année. T'as pas trop besoin. Non, alors après je pourrais avoir plus de diversité, mais ça m'oblige, enfin quelque part je m'oblige à ce que beaucoup de gens devraient faire, à manger de saison. Et comme j'ai quand même une certaine diversité tout le temps, à quoi t'as pas besoin. Non. Top. Chasse ou pêche? Ni l'un ni l'autre. Ok. T'as une mare? T'as pas des poissons? Si, mais je les laisse vivre. En plus, il n'y a pas de poisson pour le moment. Ah. C'est plus pour les amphibiens. Mais... Ok. Dernière petite question. Et tu vois, tu aurais dû écouter les épisodes parce que j'espère que tu ne vas pas être bloqué. Mais la dernière question, c'est... j'ai toujours trouvé que les moments de la vie étaient mêlés à des chansons. Oui. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous un titre de chanson qui te fait penser à ta nouvelle vie au jardin des Petites Courbes. Oh. C'est difficile à trouver comme ça. Ah oui. Alors après, ça peut être un titre que t'aimes particulièrement. Là, je vais sécher. Mais non, tu vas pas sécher. Tu vas le sortir. Un titre de salsa. T'as dit aussi que t'avais plus le blues du dimanche soir. Il faut que tu saches que c'est une de mes chansons préférées de Grand Corps Malade. Ah mais je connais pas. Tu connais pas? Je connais un petit peu Grand Corps Malade, mais j'ai jamais écouté ses albums. Donc écoute cette chanson, je te la recommande. Qui s'appelle Le Blues du Dimanche Soir? Ça s'appelle Le Blues du Dimanche Soir. Elle est magnifique. D'accord, bon voilà, c'est celle-là alors. Ok. Je la connais pas mais... Bon on va mettre celle-là alors. Ce sera moi qui l'aurais impulsée mais... Voilà. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes 2 mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que... Bon, c'est un peu une histoire d'amour, c'est pas... Mais bon, ça peut être une histoire d'amour avec la nouvelle vie. Voilà. Ok, avec ta nouvelle vie. Très bien. Donc ce sera ça.
Ok, merci encore. Merci à toi. À bientôt. C'était Alice, merci à tous d'avoir écouté Les Voix Vertes. J'espère que cet épisode vous a inspiré et qui sait peut-être qu'il vous a donné l'envie de sauter le pas vous aussi et de vous lancer sur une nouvelle voie plus verte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de mettre une petite note sur vos applications de podcast et même de mettre un avis, ça fait toujours plaisir. Partagez ce podcast à vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien nous écrire sur les réseaux si vous avez des questions, des commentaires ou même des idées d'invités. À très vite pour un prochain épisode des Voix Vertes. Allez, salut! C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe. Les podcasts du perche.com